Bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin? Il connaît par cœur tous les sujets que vous venez d'évoquer. Il a été ministre de l'Artisanat, du Commerce, il s'est occupé de ses professions. Il a aussi été un Premier ministre qui a réformé les retraites. Autant dire qu'on va évoquer tous ces enjeux, mais aussi la paix. Leader pour la paix avec la guerre en Ukraine, bien évidemment, c'est un enjeu essentiel de cette année 2023. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bonjour à tous, bonne année. Et bonne année à vous, meilleurs vœux bien sûr. Une année très politique pour ce début, avec des enjeux, on l'évoquait à l'instant, qui concernent les boulangers, les artisans, on va y venir. Mais d'abord, cette réforme des retraites, elle va être présentée officiellement mardi par la Première ministre et son gouvernement. On voit qu'on est là dans la phase d'arbitrage, de réflexion, il y a plusieurs solutions sur la table. L'engagement initial, c'était de reporter l'âge légal à 65 ans. Il y a une solution de compromis qui a été dessinée ces derniers jours. Un peu d'âge légal, un peu de durée de cotisation. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire de votre point de vue ? Bon, très difficile parce qu'on est parti dans une opération longue, parce que ça a été parti avec la réforme de Levoy qui n'a pas fonctionné. Et tout ça, donc il y a des échecs. Le premier texte à l'Assemblée, c'était 2019. Et ces réformes lourdes, elles se font au début de mandat, elles se font avec donc une concertation. En effet, moi j'avais fait c'est la dernière réforme qui a été faite vraiment en accord avec les partenaires sociaux. Pas tous, mais beaucoup de partenaires sociaux s'étaient engagés de 2003, pour cette réforme. en ce qui vous concerne. 2003, c'était avec la CFDT. Mais donc ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est assez proche d'une forme de sagesse globale. L'idée qu'il faut réformer les retraites, je sais que ça a été contesté par beaucoup de gens, il faut réformer, c'est une question de financement, au fond de moins en moins de cotisants, de plus en plus de retraités, On viendra aux résistances que ça suscite, mais il faut résoudre ça. La question, c'est quand même quelle réforme ? Quelle réforme on fait ? Je pense qu'on est sur le point d'aboutir. Je vois qu'on est en train de discuter donc sur les différents paramètres. Et donc je crois que c'est pas achevé. Je ne veux pas me prononcer avant que les choses soient annoncées. Mais dans ce qui me concerne, j'ai le sentiment qu'on approche d'une sorte de consensus de la sagesse. Sans doute qu'il faudra faire un certain nombre d'efforts encore. Je pense par exemple qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont préparé leur retraite pour l'année prochaine, qui ont tout pensé. Donc on leur annonce quelque chose d'assez brutal. Peut-être qu'il pas de mise en œuvre trop rapide. Voilà, peut-être qu'il faut une sorte de moratoire de 2 à 3 ans pour que les gens se projettent et puissent faire en sorte que ça s'appliquera qu'avec des gens qui ont été prévenus. Le gouvernement envisage plutôt une mise en œuvre 6 mois après la réforme. Voilà. Donc Emmanuel Macron a dit cet été. Il ne faut pas de brutalité. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont à faire. Mais au fond, on voit bien que ce qui est aujourd'hui nécessaire, c'est de faire cette réforme. Et je pense qu'il est très important pour nous de bien mesurer que nous sommes dans une situation de crise extraordinairement profonde. Et qu'on en a besoin de votre point de vue. Emmanuel Macron a quand même des situations incroyables, le Covid, toutes les crises, la guerre. Mais justement, quelle conclusion vous en tirez ? Est-ce que vous dites il doit faire la réforme parce qu'elle est nécessaire, ou vous dites il doit faire attention au corps social ? Il se trouve que cette réforme, vous disiez, moi j'ai travaillé avec la CFDT, il y a aujourd'hui un front syndical uni contre ce texte. Même la CFDT a annoncé qu'elle participerait à l'intersyndicale mardi soir pour décider d'une mobilisation. Laurent Berger l'a dit très clairement, si on touche à l'âge, la CFDT se mobilisera avec les autres syndicats. Je pense qu'en radicalisant des deux côtés, notamment en radicalisant du côté syndical, il crée les conditions, les syndicats, pour que le gouvernement ne puisse pas reculer. Car ça veut dire qu'il n'y aura pas capacité de faire face à nos difficultés budgétaires si on n'est pas capable de faire une réforme. C'est l'enjeu aujourd'hui. La faute aux syndicats. Je ne dis pas que c'est la faute aux syndicats. Je dis que c'est la faute à la radicalisation de part et d'autre. Parce qu'il y a un moment où, quand vous radicalisez, vous ne pouvez plus reculer. Parce que si vous reculez, vous annoncez que la réforme est impossible en France. Et ça veut dire que vous condamnez cette réforme, mais vous condamnez aussi toutes les autres. Quand vous dites radicalisation, vous regrettez que le gouvernement ait été trop dur alors dans sa posture. Je pense que je regrette qu'on ait lancé cette action au premier quinquennat et cette réforme par points qui n'a pas suffisamment été préparée, qui a été au fond très très gênée par le parcours de Levoy. Et donc nous sommes dans une situation où aujourd'hui c'est un sujet qui traîne, c'est un sujet qui lasse, c'est un sujet qui a fatigué le pays, donc c'est un sujet très difficile. Mais donc, une réforme comme ça se fait dans les premiers mois d'un nouveau mandat, d'un nouveau président, et c'est très difficile aujourd'hui de traîner ce dossier. Là, on est quand même dans la première année du deuxième, quinquennat. Oui, mais c'est quand même la 6e année. Et donc on avance et on le fait, et donc on oublie. Il faut le faire, on ne peut plus reculer. Car si on recule, ça veut dire qu'il n'y a plus de réforme possible dans ce pays. Il y a quand même la question de la mobilisation. On a dit les syndicats.
Si on en croit les enquêtes d'opinion, les Français sont majoritairement opposés. Il y a un risque politique qui est de braquer le pays, d'avoir des manifestations, d'avoir une économie au ralenti pendant plusieurs semaines. Est-ce que c'est un risque que le gouvernement peut désamorcer? Et si oui, comment? Vous dites qu'il faut faire la réforme, mais alors comment on fait pour que ça se passe bien? Alors, c'est très difficile. Il faut reconnaître que les choses sont particulièrement difficiles quand vous voyez ce à quoi Emmanuel Macron a dû faire face. Je pense notamment à la pandémie, mais aussi à cette crise de l'énergie avec la guerre en Ukraine. On voit bien que ces crises sont très difficiles. On ne sait pas ce que sera demain. C'est très difficile, quand vous aviez la pandémie, de savoir si les écoles seront ouvertes la semaine prochaine. Gouverner dans l'incertitude, c'est quelque chose de très complexe. Et donc, notre pays est quand même extraordinairement fragilisé. Non seulement lui. Regardez ce qui se passe en Angleterre avec les hôpitaux. Regardez ce qui se passe en Allemagne. On voit bien que les difficultés sont partout. Ce qui me paraît très important, c'est qu'il y a une multitude de crises. On ne sort pas des crises par la seule gestion des crises. On sort des crises quand on donne une perspective, quand on donne un saut, quand on mobilise. Une équipe de foot, c'est un moment, ça se mobilise. Je me souviens encore de Deschamps qui dit ça. C'est dans la tête. Donc il y a un moment où il faut que le pays se dise on est embarqué sur un grand projet. Et là, aujourd'hui, on ne voit pas... Au fond, la refondation, qui était une belle idée, qui est toujours une belle idée, parce que notre Ve République est fatiguée, il faut rénover beaucoup de choses. Et donc, il y a des réformes importantes, stratégiques à faire. Et donc, il faut tracer la ligne. La refondation est trop lente dans ce pays aujourd'hui. On ne voit pas les priorités qui sont celles sur lesquelles on doit travailler. Parce que on ne voit pas où Emmanuel Macron va aller pour le formuler différemment. Mais laissons un peu la politique personnel de côté. Oui, mais peut-être qu'il y a un président, pour voir la mécanique, mécanique, c'est quelle est la perspective? Quelles sont les priorités du pays? Pour moi, il y a 4 priorités, tout ça. 2 qui concernent directement la cohésion sociale, c'est-à-dire l'école, la santé. Et 2 qui concernent l'investissement et l'industrie, le nucléaire et le ferroviaire. L'un qui est au fond quelque chose d'énergétique, qui nous donnerait un retour à un leadership français dans le nucléaire et dans le ferroviaire, cohésion territoriale très importante, modification très importante de nos efforts d'investissement en la matière. Mais là, il nous faut des choses précises, il faut un engagement, une forte mobilisation et annoncer que pour les années 2030, nous avons 4 grandes pistes, 4 grandes réformes. Si on ne fait pas de choix, on n'est pas crédible sur le... Vous voyez, aujourd'hui, les professions, elles sont un peu dans une sorte de Coupe de France de la spécificité. Donc, vous avez donné ça au boulanger, il faut le donner au boucher, il faut le donner au coiffeur. On va parler des professions, Jean-Pierre Barras, parce que c'est malgré tout important. Et donc, juste une question sur ce que vous dites. Il faut la refondation. Oui, sauf qu'Emmanuel Macron, il n'est pas tout seul, il n'a pas les mains libres, il n'a pas de majorité. Sur les retraites, on le voit, il essaye de trouver l'accord avec les Républicains. Est-ce que cet accord avec les Républicains est souhaitable? À défaut d'accord syndical, est-ce qu'il faut l'accord politique? Bien sûr qu'il faut l'accord politique, mais ça me paraîtrait quand même assez paradoxal que les Républicains qui sont toujours battus pour ce type de réforme ne s'engagent pas sur cette réforme. Donc il faut discuter avec eux. Sauf que ça en fera d'eux les supplétifs d'Emmanuel Macron et ça questionnera leur utilité politique et leur avenir. L'opposition aujourd'hui, c'est de la destruction. Tout ça conduit à quoi? Ça conduit à Le Pen. On était tous d'accord pour dire que la continuité n'est pas une stratégie au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc, on voit bien aujourd'hui que le scénario qui s'annonce, c'est l'arrivée de Le Pen. Est-ce qu'on arrête ce scénario-là, qui est au fond une accélération? Je vois encore que les sondages, encore aujourd'hui, encore plus favorables qu'ils n'étaient hier. Donc on voit bien que depuis la fin du siècle précédent se profile la montée du populisme en France. C'est votre crainte pour 2027? Mais c'est évidemment ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, la situation est encore plus favorable à Mme Le Pen qu'elle y était il y a 2 ans, qu'elle y était il y a 4 ans, qu'elle y était il y a 10 ans. Et donc on est dans une spirale où on l'arrête, où on continue et on y va directement. Et si on casse tout le système, il est clair qu'on prépare la France à une phase de populisme que personnellement je veux combattre. Vous soulignez à l'instant quelque chose de très important. Vous dites il y a des professions qu'on les demande, on y répond, il y en a d'autres qui demandent derrière. Il y a ce contexte d'inflation, de hausse des prix de l'énergie. Je le rappelais tout à l'heure, vous avez été ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat. Les boulangers qui sont en difficulté, ça vous parle forcément. Emmanuel Macron leur a répondu hier en annonçant encore de nouvelles mesures supplémentaires par rapport à celles annoncées par son gouvernement il y a quelques jours. Est-ce que vous dites ça suffit, c'est bien, on est très bien, on les aide? En fait, là, on perd un peu la vision. Vous disiez il faut la vision. Est-ce que la priorité, c'est les finances publiques, l'état du budget de la France, ou est-ce que la priorité, c'est aider toutes les professions qui sont en difficulté? Je pense que c'est en effet d'avoir une perspective. Il nous faut au moins 30 000 boulangers en France. Donc il ne faut pas qu'il y ait des destructions qui atteignent ce chiffre, qui est le chiffre de l'équilibre. On est un petit peu au-dessus aujourd'hui. On est un petit peu au-dessus aujourd'hui. Et donc il y a une crise, qu'il y ait des difficultés, je le comprends, et c'est impossible de lutter contre toutes les difficultés. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on ait un objectif. Cet objectif très clair pour le pays.
c'est qu'à moins de 30 000 boulangers, la cohésion territoriale est fragilisée et la boulangerie, c'est quand même une cause populaire, mais en même temps nationale. Et Vous donc, en faites un enjeu d'aménagement du territoire. Absolument, et social aussi, parce qu'au fond, tout le monde se retrouve autour du pain. C'est un métissage social très, très important. Et donc, je pense qu'il faut tout faire pour garder ce cap de 30 000 boulangers en France. Et pour ça, je pense qu'il faut les mesures qui ont été faites et qui sont bonnes. Et à côté de ça, il faut qu'il y ait, avec les préfets, une mobilisation cas par cas pour s'adresser aux boulangeries fragilisées quand on risque de dépasser ce seuil de 30 000 en infra, je dirais. Et Donc Emmanuel Macron a raison de renforcer, d'aller un peu plus en après, il faut profondeur. faire du sur-mesure. Il faut voir en fonction des investissements, en fonction de la part de l'énergie, en fonction des problèmes qu'on peut avoir avec la désertification rurale. Il y a un certain nombre de sujets qui sont posés. Et là, je pense qu'il faut que les préfets, sur le terrain, puissent analyser la situation. C'est un service de nature publique que la boulangerie. Et il est clair qu'il faut trouver un seuil minimal de fonctionnement. Mais là, vous dites la boulangerie. Hier, Emmanuel Macron, il dit « Je souhaite que toutes les TPE puissent renégocier leur contrat d'énergie excessif ». Toutes les TPE, il ne dit pas juste les boulangers. Je pense qu'il y a deux logiques. Il y a la logique qui est celle de l'entreprise, et donc ça c'est vrai qu'il faut aider toutes les entreprises, et puis il y a un certain nombre de logiques d'intérêt national qui font qu'il y a des métiers qui sont indispensables. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans bien un certain nombre de métiers, nous sommes en déficit, parce que souvent, des entrepreneurs, des artisans n'ont pas aujourd'hui les salariés qui pourraient leur permettre de se développer. Donc on a des problèmes entrepreneuriaux. Il faut les régler. J'ai l'impression que là, avec Bruno Le Maire, monsieur le président de la République est bien en phase avec ce qui se passe dans la logique entrepreneuriale. La question des boulangeries, c'est une autre logique aussi, qui est naturellement entrepreneuriale, mais qui est aussi territoriale et au fond de nature d'un service de type De nature particulière. Je repose juste la question sur le budget. On voit bien, vous citiez Bruno Le Maire, que Bruno Le Maire là essaye de faire revenir les dépenses dans l'île de la Rivière en disant faut arrêter le quoi qu'il en coûte, et qu'Emmanuel Macron est encore tenté d'aller au bout de l'idée de protection. Est-ce que vous vous dites là, attention, il y a urgence sur nos finances publiques, ou les finances publiques, on peut se permettre de voir plus tard parce que urgence sur le corps social? Je pense que la cohésion sociale est une priorité, mais c'est une erreur de ne pas parler de la refondation en même temps que la cohésion sociale, de ne pas parler de l'investissement d'avenir. Parce qu'au fond, on ne sort pas d'une crise sans horizon, on ne sort pas d'une crise sans cap, on ne sort pas d'une crise sans une volonté et sans faire des choix, disait Mendès France. Et donc il faut faire des choix. Quels sont les choix prioritaires pour le pays? Pour moi, il y en a 4, je les répète parce que c'est très important: la santé, l'école, le nucléaire, le ferroviaire. Alors, il y a la question de la gouvernance quand même, Jean-Pierre Raffarin. Vous dites faut un cap et il faut des idées fortes que vous nous avez rappelées à 2 reprises. Emmanuel Macron, hier, il a aussi, et on l'a noté ce matin dans les matins LCI avec Stéphane Etcheverry, était dans l'indignation face aux numéros verts. Il dit, moi j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Il se trouve que ce sont des numéros verts qui sont mis en place par le gouvernement, par les services de l'État. Est-ce qu'il a raison de mener ce combat? Parce qu'en fait, on est dans une mauvaise pente. Ou est-ce qu'il y a là une petite facilité de communication? Communication, c'est un art que vous connaissez bien. Moi, je suis très hostile au Macron-bashing. Je vois bien qu'aujourd'hui, tout est prétexte pour attaquer Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a sur la scène politique française quelqu'un de meilleur que Macron? Ça se saurait. C'est à LFI, c'est aux Républicains, c'est à l'extrême droite qu'on va trouver le remplaçant. Quand vous regardez les qualités d'Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui, dans l'offre politique française, le meilleur. Donc la question aujourd'hui, c'est pas de casser le meilleur pour pouvoir être devant le néant et conduire à Le Pen, c'est d'aider le meilleur à réussir, c'est de faire en sorte qu'on puisse réformer ce pays, qu'on voit les choses assez justes. Mais il est clair que si aujourd'hui on avait comme objectif le départ de Macron, la démission de Macron, la critique permanente de Macron, on affaiblit la France. Et c'est ça qui est aujourd'hui... Si on aurait quelqu'un qui s'imposerait, qui serait aujourd'hui prêt, qui serait un leader de l'opposition, qui rassemblerait, là se poserait la question de savoir est-ce qu'il est meilleur ou pas que Macron. Mais aujourd'hui, notre offre politique, elle est quand même pas d'une qualité équivalente à celle d'Emmanuel Macron, de mon point de vue. Le meilleur, comme vous dites, aujourd'hui, il va aussi, pour la première fois, pour le coup depuis 6 ans, vous rappeliez que ça fait 6 ans, consacrer des vœux au monde de la santé. C'est un autre secteur qui est en grande difficulté aujourd'hui, et d'ailleurs, ça faisait partie des priorités que vous évoquiez il y a quelques instants. Bon, il y a beaucoup de sujets qui se cumulent. La situation de l'hôpital, la grève des médecins libéraux, les déserts médicaux, la crise des vocations même, la difficulté à trouver du monde. Et puis les urgences, bien sûr, qui sont débordées. Ça fait beaucoup de chantiers, ça fait trop de chantiers. Est-ce que ça veut dire que vous avez échoué, je dis vous,
tous ceux qui ont été au gouvernement précédemment, parce que c'est un peu ce que dit aujourd'hui Emmanuel Macron. Il dit « Je suis le comptable, l'héritier d'années et d'années de sous-investissement dans la santé ». Oui, vous dites quand même quelqu'un qui avait fait le plan 2010. Donc moi, j'avais fait un plan pour les 5 ans. Mais comme les réformes des retraites, je crois que ce sont des plans qu'il faut renouveler régulièrement. Et ensuite, ça n'a pas été renouvelé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des réformes qu'on ne fera pas tout d'un coup. C'est ce qu'on peut faire sur les retraites. Balladur avait fait un début de retraite. Moi, j'ai fait la réforme d'alignement des fonctionnaires sur le privé. Ensuite, Sarkozy a fait sa réforme des retraites. Je pense qu'à chaque étape, il faut faire un certain nombre de réformes. Et donc là, notamment sur l'hôpital, on voit que ça a manqué d'un certain nombre de réformes. Je pense qu'il est très important. À quel moment il y a eu ces manques? Je pense qu'on n'a pas répondu très clairement à la déstabilisation qui a été créée par les 35 heures à l'hôpital. Je pense que c'est là qu'il y a eu un problème de désorganisation, de déstructuration du dispositif. Et c'est là, je crois, que l'hôpital a commencé à dériver. Et donc, je pense qu'il est très important aujourd'hui d'avoir en effet un plan d'investissement. On a un problème de recrutement, donc il y a un problème de salaire, d'attractivité de la fonction, parce que c'est vrai que ce n'est pas normal qu'on ait un déficit en termes d'emploi comme nous avons aujourd'hui, dans beaucoup de professions. C'est vrai, donc ça veut dire qu'il y a un problème de conception du travail, de la rémunération du travail dans ce pays. On a quand même des difficultés qu'il faut traiter. C'est pour ça que la refondation, que le long terme ne peut pas être séparé du court terme. Si on ne regarde que la situation présente, on fera que du tricot stérile qu'on mettra sur un certain nombre de plaies. Il faut absolument faire avancer la cohésion avec la refondation. Là, vous dites la refondation, mais il y a précisément un conseil de la refondation qui doit parler de santé. Là, on va avoir des annonces avant qu'il ait achevé ses conclusions. C'est aussi la temporalité. Parfois, il y a l'urgence qui prend le pas sur la réflexion de la refondation. Mais le tout, c'est pour ça qu'il faut avoir un cap. Il faut que les Français comprennent le cap. Il faut comprendre que la politique, la complexité est de plus en plus grande dans notre monde. Et c'est très difficile de communiquer sur la complexité. Parce que naturellement, tous les sujets sont très difficiles. Mais c'est le talent de la politique. Le talent de la politique, c'est quand même une certaine simplification éthique de la complexité. Et le politique, il doit dire, voilà ma route. Écoutez, je suis désolé, vous n'êtes pas vraiment sur la route stratégique du pays aujourd'hui. Et on a entendu Emmanuel Macron est le meilleur, mais on entend aussi que vous dites qu'il faut un cap et qu'il faut le donner et le dire. Absolument. Et qu'on ne gère pas le court terme sans simultanément dire où on va. Vous dites, Jean-Pierre Raffarin, qu'on est aussi dans un contexte international très particulier. Dans le temps qui nous reste, je voudrais qu'on évoque rapidement deux questions. Le cas de l'Ukraine et le cas de la Chine. Pour le cas de l'Ukraine, bon, on l'a entendu à l'antenne, Vladimir Poutine annonce un cessez-le-feu à partir de la mi-journée pour 36 heures. Il y a eu ces dernières semaines des critiques encore sur Emmanuel Macron lorsqu'il a évoqué les garanties de sécurité qu'il faudrait donner à la Russie. Il a redit depuis, on accompagnera l'Ukraine jusqu'à la victoire, on veut une paix juste et durable. Vous êtes président justement de Leader pour la paix. Qu'est-ce qu'un leader peut faire aujourd'hui pour la paix, pour qu'on y arrive en Ukraine? On voit qu'aujourd'hui, en réalité, l'enjeu, il est militaire, beaucoup plus que diplomatique. Non, il reste diplomatique. C'est clair que Poutine est le responsable de cette guerre. Mais les États-Unis et l'OTAN ne sont pas complètement innocents. Parce que la Russie, depuis toujours, dit que la militarisation de l'Ukraine, et donc la présence de l'OTAN à proximité de la frontière russe, c'est quelque chose que la Russie a toujours dit ne pas accepter. Donc à partir du moment où on a joué avec cette idée de l'Ukraine dans l'OTAN, et que avant Bush, les Américains... C'était une erreur. Je pense que c'est quelque chose qui a fragilisé notre position. Et je pense que c'est très grave pour nous. Et je pense qu'on ne sortira pas de cette crise sans la diplomatie. Vous êtes de ceux qui disent l'Ukraine n'a pas sa place Absolument. On a pris des engagements comme ça. Et d'une manière générale, c'est avec George Bush que les choses ont changé aux États-Unis. Mais précédemment, Kissinger nous disait « Ne mettez jamais les intérêts de la Russie et de la Chine dans le même pot. Il faut toujours séparer ces deux pots, vous les mettant. Et nous avons fait en sorte, l'Occident, qu'aujourd'hui, on a créé une alliance qui est une alliance qui devient une alliance dans le monde extraordinairement préoccupante et assez déstabilisante pour l'Occident. Vous voyez que les BRICS se sont développés considérables avec l'Inde, avec l'Afrique le du Brésil, Sud. l'Inde, l'Afrique du Sud, et donc, la Chine. on est dans une logique aujourd'hui qui est une logique de déstabilisation du monde avec cette tension entre la Chine et les États-Unis qui est au fond la matrice de déstabilisation actuelle du monde. Mais quand vous dites qu'il y a cette alliance entre la Russie et la Chine, est-ce que vous allez jusqu'à redouter que la Chine, comme la Russie l'a fait avec l'Ukraine, cette année se dise Taïwan, c'est nous. Dans ses vœux d'ailleurs, Xi Jinping dit il y a quelques jours, on est membre d'une seule et même famille, la Chine et Taïwan, ce qui n'est pas l'avis des Occidentaux, ce qui n'est pas l'avis des États-Unis, pas l'avis de la France, qui considère que Taïwan doit garder son autonomie. Il
faudrait bien regarder d'ailleurs la traduction du mot en chinois, si c'est famille ou nation, ce qui n'est pas tout à fait pareil, d'être une famille ou la même Effectivement, vous avez nation. raison, la transcription qui en a été faite, c'est famille. Cette famille, c'est pas la nation. Hein, donc il y a un petit Donc mouvement. vous dites qu'il n'y a là. pas de raison il y a- d'inquiétude. Je pense qu'aujourd'hui, une guerre peut en cacher une autre. Que derrière Kiev, il y a Taïwan. Et donc ça, c'est clair que cette tension, elle est très difficile. Elle est notamment dangereuse parce que les Chinois ne veulent pas abandonner. Vous savez, en Chine, on déteste une chose, c'est le scénario Gorbatchev, c'est-à-dire l'éclatement de l'empire. Donc l'unité de la Chine, c'est la priorité du pouvoir chinois. Et donc là-dessus, ils sont très mobilisés. Et les États-Unis, eux-mêmes, ont fait de Taïwan un sujet de politique intérieure. Vous avez vu que pour les élections de midterm, Mme Pelosi, la présidente du Parlement, est allée à Taïwan, et donc pour des raisons de politique intérieure, parce que la Chine, lutter contre la Chine, c'est le seul sujet sur lequel républicains et démocrates sont d'accord. Donc on a une tension qui est très très forte, notamment parce que les deux pays font de la politique Et parce que intérieure derrière avec ça, ce il y a conflit. aussi une guerre commerciale très Absolument, importante. guerre commerciale, guerre scientifique, etc. Et donc, nous voyons bien que là, nous sommes dans une situation où le monde est déstabilisant. Qu'est-ce qui peut stabiliser le monde? L'Europe. La capacité que l'Europe s'y retrouve sa souveraineté. Or, aujourd'hui, l'Europe peut être la deuxième victime de la guerre ukrainienne. La première victime, c'est le peuple ukrainien qui est victime en première ligne de la tragédie. Mais deuxième, il y a ce qui est très grave aujourd'hui, c'est une sorte de désorganisation de l'Europe, et notamment une forme de fragilisation de la relation franco-allemande. Donc on est dans une situation qui est très préoccupante. Donc nous avons besoin vraiment d'un cessez-le-feu en Ukraine pour trouver des positions plus apaisées. Donc vous Et donc, applaudissez l'annonce de non, Vladimir non, non, Poutine je à cesser le feu là. n'applaudis pas parce que je vois bien la manœuvre. Donc non, il ne faut pas être naïf. Donc je n'applaudis pas. Mais je dis qu'il nous faut un cessez-le-feu et qu'il nous faut vraiment revenir à de la diplomatie. Cette guerre part d'un rapport de force militaire sur les terres européennes. Et donc nous sommes directement concernés. Nous sommes concernés à la cause et nous sommes concernés à la conséquence, parce que la conséquence, c'est la guerre de l'énergie. Et la guerre de l'énergie, non seulement c'est l'inflation, mais c'est aussi la Mais tension vous entre croyez les encore Allemands au et les... dialogue? Mais je pense que le dialogue, c'est la seule façon. La paix, c'est la seule façon. Il faut pouvoir parler, y compris avec l'adversaire. Il ne faut pas abandonner ses positions. Il faut être assez ferme. Il faut savoir où on va. Mais il faut surtout parler avec tout le monde pour pouvoir déboucher sur la paix. Et tout ce que vous dites là, vous auriez pu le dire de la même manière. C'est notre premier sujet qui était la politique nationale, les retraites et l'état du pays.